chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et analyser la décision de politique monétaire de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Non, nous allons parler du risque géopolitique pour commencer avec nos invités. Étienne Gorgeon, le responsable de l'activité obligataire de Sansol Longchamp Asset Management. Bonsoir Étienne. Bonsoir Béouard. Gilles Bazissière, président d'Equity GPS, est avec nous également. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Et Nicolas Forest, le directeur des investissements de Candriam, nous accompagne également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Sauf si vous avez un commentaire urgent sur la décision de politique monétaire de la Banque centrale néo-zélandaise. Commençons avec le retour du risque géopolitique. Alors effectivement, tout ça est encore très chaud. C'est la fin du cessez-le-feu décrété aujourd'hui par les États-Unis après quelques escarmouches dans le Golfe. Donald Trump promet à nouveau de frapper fort ce soir. Bref. Difficile de dire si on revient 3-4 mois en arrière au démarrage du conflit ou si la situation peut redescendre aussi vite qu'elle est remontée. Néanmoins, tout ça nous dit quand même que ce risque géopolitique dans le monde actuel, il n'est jamais très loin des marchés, Nicolas. Oui, tout à fait. Finalement, quand j'écoute ce que dit Pauline et que je regarde le flux d'actualité et je me remets un peu en arrière et un horizon de long terme, je me dis rien ne change. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Trump est toujours dans un discours assez offensif et illustre la fragmentation géopolitique du monde. Nous sommes face évidemment à de la volatilité sur les marchés. À la fin, Trump baisse toujours son pantalon. Il y a de l'inflation qui reste. Et puis finalement, Marine Le Pen est encore présidente. Donc ce que je veux dire, candidate. Ce que je veux dire, c'est que finalement, il n'y a pas grand-chose qui bouge dans tout ça. Il y a du bruit, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et donc, le signal reste le même. La tendance reste la même. Nous, depuis le mois de mars-avril, nous avons défini nos scénarios et nos prévisions un peu indépendants du scénario de géopolitique sur le Moyen-Orient. Bien sûr que ça va impacter, on peut faire plein de scénarios. Mais dans le fond, déjà, moi, pour 2026, ça ne changera pas grand-chose. On a une croissance américaine qui, indépendamment de tous ces événements, est surpris à la hausse grâce au boom de l'intelligence artificielle, grâce au boom des investissements aux États-Unis. Et on a une inflation qui est un peu plus élevée que prévu. Voilà. Donc, moi, finalement, par rapport à cette question-là... C'est variation autour d'un scénario qui reste celui que vous avez défini, c'est ça? Il y a un scénario où il y aurait une grande détérioration parce qu'il y a une accélération, mais on ne va pas faire un scénario d'investissement, on ne va pas décider une politique d'investissement sur base du scénario du pire. Non. Ça serait un grand danger pour l'investisseur, parce que sinon, il ne faudrait jamais être investi. Ouais. Alors, il faut toujours être derrière. Ouais. Donc, pour moi, la question, c'est pas vraiment de détailler les récentes nouvelles et les récentes déclarations ici de Trump. Bien sûr, il y a de la volatilité. Il faut plutôt regarder la tendance de moyen terme et savoir si nous sommes, oui ou non, encore à l'aise avec l'intelligence artificielle et cette thématique-là. Moi, c'est ça la question aujourd'hui qui me préoccupe. Sur ce risque géopolitique, c'est une tendance de long terme qui fait qu'effectivement, on est dans un environnement où il y a un vrai enjeu sur la souveraineté européenne et son autonomie, et c'est un vrai thème d'investissement. Mais pour le reste, je ne vais pas changer ma politique d'investissement parce que le baril a pris 5% et ma stratégie tous les jours en fonction d'une déclaration de Trump. Bon. Voilà. Difficile de ne pas être d'accord avec ce que vous dites. Mais juste pour dire que nous avons, je termine, nous avons, il y a déjà 10 jours, de neutraliser un peu nos expositions et nous sommes devenus des plus défensifs. Mais ça n'a rien à voir avec ce que disait Trump. C'est pas lié, c'est pas en anticipation de ce que Donald Trump aurait pu déclarer. Nous n'en avions rien du tout. J'espère. Néanmoins, quand même, le marché est quand même pris à revers. C'est-à-dire que depuis la fin du mois de mars, le début du mois d'avril, le marché a traversé ce conflit d'Ormuz, quand bien même il n'était pas terminé à cette époque-là. D'ailleurs, c'est peut-être un enseignement de la capacité du marché ou des économies à se montrer résilientes face à ces chocs, ces frictions géopolitiques que personne ne maîtrise aujourd'hui. Cette capacité, elle est toujours là aujourd'hui, présente dans le marché, malgré une séance un peu compliquée aujourd'hui, Gilles? Oui, sans doute. Le monde regorge de pétrole. Les producteurs du Golfe Persique travaillent à des routes alternatives pour vendre leur pétrole et bypasser un petit peu Hormuz. Et puis, il y a le développement des énergies alternatives et de l'électrification dans le monde qui
commence à jouer nettement, en tout cas sur le transport terrestre, comme on le voit en Chine ou alors dans les pays développés avec les derniers chiffres de pénétration des véhicules électriques dans les ventes récentes. Reste que donc oui, on peut imaginer que le pétrole ne s'envole pas. Oui, d'autant qu'il n'est pas allé à 150 et encore moins à 200 au pic des tensions du conflit il y a quelques semaines ou quelques mois, quand on avait un blocage des deux côtés d'Ormuz, iranien et américain. Tout à fait. La part du pétrole aussi dans le PNB mondial décroît de façon régulière sur des décennies et des décennies. Également, c'est un facteur à prendre en compte. Reste que, en marginal, c'est quand même un élément négatif sur les taux longs, sur les coûts de tous les agents économiques, que ce soit les ménages, les entreprises, mais aussi les États, qui parfois subventionnent le pétrole ou se voient contraints à réduire les taxes pour alléger le porte-monnaie des votants. Et ça, pas seulement dans des pays du sud-est asiatique, dans certains pays européens également. Bien sûr. Donc ça joue quand même à la marge. Et dans l'environnement actuel où, de façon lourde, on a des situations d'évolution d'endettement public, mais également privé, en tout cas des ménages, qui ne sont pas extraordinaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Des tensions sur les taux longs, c'est pas bon. Oui, ça ne fait que renforcer même si c'est du court terme, sachant que si on regarde la big picture depuis 50 ans, on voit qu'on a fait un plus bas sur les taux longs dans le monde entier, enfin dans les marchés développés. Il y a maintenant un bon moment et que la tendance est à la hausse de façon structurelle. Ce qui se passe en ce moment n'aidera pas. Oui, ça ne renverse pas la tendance. Au contraire, ça ne fait que la croître et de la soutenir encore un peu plus. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Étienne ? On ne va pas faire l'émission là-dessus. On en a beaucoup parlé pendant plusieurs semaines, évidemment, à partir du 27 février. Mais c'est vrai que le marché est quand même un peu pris à revers par cette situation. Mais si je reprends ma fiche du mois de mai... Qu'est-ce que je disais au mois de mai ? Je disais, enfin, ce dont on discutait, c'est plutôt des opportunités en général, si ça génère des volatilités ou des points bas, tous ces sujets géopolitiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on reste dans un environnement fortement dominé par le momentum. Ça peut être un autre sujet, mais le momentum et le buy the dip. Encore une fois, j'adore cette statistique. Si vous avez acheté sur un drawdown de 10% le S&P depuis 2009, vous aviez 100% de probabilité de gagner de l'argent. La moyenne est à 21%, alors que le monde d'avant, vous aviez une perte. Donc le buy the dip, le momentum, c'est la thématique qui marche. Ensuite, si on prend un tout petit peu moins de recul, moi j'étais un peu surpris de l'enthousiasme des marchés suite aux premières bonnes nouvelles de résolution. Alors c'est ça. Il y avait deux sujets. Déjà, il semblait que le deal n'était pas très bon. En tout cas, la presse américaine la preuve en est aujourd'hui. était vent debout devant ce deal en le traitant pire que celui d'Obama, qui était déjà considéré comme pas terrible. La deuxième chose, c'est qu'il y a des élections fin du troisième trimestre, début du quatrième trimestre en Israël. Et ce qui m'avait surpris également, c'est que les partis plutôt centristes mettaient une pression à Netanyahou en lui disant qu'il n'avait pas fait le job et qu'il fallait qu'il finisse le job au Liban. Donc une pression du centre et pas des extrêmes. Et je me disais, je me suis dit, il est dans une situation un peu compliquée où il va être peut-être obligé de retrouver un chemin guerrier. Alors, je ne sais pas s'il a influencé ou pas, et évidemment, on le saura peut-être un jour, mais peu importe. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui me surprend pas terriblement. Et pour finir sur cette fiche du mois de mai, je me rappelais qu'on était à peu près à la moitié des réserves, avec des pays qui étaient très en avance, des pays qui étaient qui avaient un peu plus de réserves. Le Japon était très bas, par exemple. Oui. Et que d'après les meilleurs spécialistes, on n'était pas loin de la fin vers septembre. Quelques semaines ou quelques mois supplémentaires
supplémentaire, on avait un vrai risque de disruption donc physique. Ça s'est peut-être décalé si les choses devaient se tendre. L'autre chose dont je me rappelle... Mais ça veut dire quoi ? Le risque, il est d'autant plus important si le conflit reprend là, aujourd'hui, en l'état, avec des réserves en l'état qui n'ont pas eu le temps d'être reconstituées. Disons que la pause d'1 mois et demi, je pense qu'il faut la décaler probablement un peu moins qu'1 mois et demi, et probablement que quelque part en octobre, on va se retrouver dans la situation qui nous faisait peur il y a encore 2 mois, c'est-à-dire que des problèmes de réserve et d'approvisionnement d'énergie. Donc un prix du pétrole qui va rester quand même un peu sous tension. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pétrole, mais il faut que les bateaux passent. Donc si les bateaux s'arrêtent parce que simplement ça se redégrade, on va revenir effectivement à cette période où le sujet de l'approvisionnement redevient, de mon point de vue, le sujet central, puisque lui, ça va amener mécaniquement, comme l'expliquait extrêmement bien le président de Total, mécaniquement un prix du baril vers 150 sur le spot, et que là, vous commencez à reprendre des scénarios un peu plus compliqués. Bon, en termes de gestion... à ce stade, il n'y a rien à faire. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans des marchés fortement dominés, notamment par la tech en ce moment et l'IA, où c'est principalement le narratif unique, on est obligé d'avoir quelques protections. Soit effectivement soulever un peu la voilure, se protéger un tout petit peu, ou mettre un peu d'optionnalité, simplement parce que c'est tellement directionnel. Bon, parlons de l'IA, puisque c'est quand même là aussi le sujet qui rassemble beaucoup d'éléments sur les marchés. Nicolas, je reprends avec vous. Quelle analyse vous faites aujourd'hui de la température du thème, si je puis dire ? Est-ce qu'il y a un effet de saturation ? Et vous le disiez dans votre propos de début d'émission, depuis quelques semaines, vous dites on a tourné un peu plus défensif quand même dans nos allocations, dans nos stratégies. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que ça veut dire que... Et pour quelles raisons vous avez décidé d'être un peu plus défensif ? Et est-ce que ça veut dire avoir un peu moins d'IA aussi dans les portefeuilles et les stratégies ? Donc en effet, je n'ai pas complètement bien répondu à la première question. Hein, et ce n'est pas que je ne veux pas y répondre, c'est que pour moi, la grille de lecture de la performance des marchés actions est principalement liée à la performance des valeurs technologiques, c'est évident. Et ce qui est lié au prix du pétrole, pour moi, est un peu plus secondaire, et je pense que c'est du bruit, d'autant que, pour rebondir juste sur ce qui a été dit, l'histoire des réserves, les experts, moi, tous les semaines, ils me disaient, dans 1 mois, on est c'est horrible. Mais ça ne s'est pas passé. Donc, on a sous-estimé la Chine. Non, mais il y a toujours un rétex à faire, il y a toujours un post-mortem à faire, des erreurs. Par contre, les faits, c'est qu'on a eu, sur cette année, de façon très surprenante, encore plus positivement que prévu, une accélération des investissements sur l'intelligence artificielle. On connaît toute l'histoire, les hyperscalers, une profitabilité exceptionnelle de toutes ces entreprises, puisque ces entreprises ont affiché des profitabilités exceptionnelles, des guidance exceptionnelles, etc., etc. Nous avons été positifs depuis au moins 18 derniers mois, massivement positifs. Et depuis 2 semaines, dizaines de jours, nous, on est tactiquement... On a mis une pédale de frein et nous sommes devenus un peu plus défensifs. Qu'est-ce qui conduit à cette décision-là ? Un peu, nous allons voir les résultats qui vont être publiés prochainement et il nous semble qu'aujourd'hui, les guidance doivent être clarifiés par les différentes entreprises. Il y a aussi des interrogations sur la soutenabilité de cette rapidité des investissements. Est-ce qu'en 2027, on peut continuer à ce rythme-là ? Est-ce que le marché attend que les investissements augmentent toujours plus année après année ? D'une certaine façon, oui. Est-ce que la profitabilité va continuer ? Est-ce que ce rallye arrive à un moment donné où, je dirais, peut être confronté à la limite de certaines ressources ? Et on se retrouve confronté à des ressources, évidemment les ressources d'électricité, les ressources de financement, les ressources d'implémentation. Il y a beaucoup de choses, des conditions qui sont nécessaires pour continuer un tel programme aussi extraordinaire. Donc je ne suis pas négatif, je ne m'inquiète pas de la tendance de long terme. Nous continuons à penser que le thème de la robotisation, de l'intelligence artificielle sont des méga-trends qui vont soutenir le marché sur le long terme américain. Mais je suis dans un environnement qui est un peu plus prudent sur l'IA. Et dès que je suis plus prudent sur l'IA,
je suis plus prudent sur la bourse américaine. Et dès que je suis plus prudent sur la bourse américaine, je suis plus prudent sur la bourse en général. Sur tout le reste. Parce que moi, je ne crois pas que le reste peut fonctionner si la bourse américaine ne fonctionne pas. Vous ne croyez pas à la mécanique de va-et-vient, ça peut corriger aux États-Unis et on peut en profiter ailleurs. Il y a toujours des poissons volants, mais ça ne constitue pas la majorité du genre. Sur l'aspect, qu'est-ce que vous attendez comme évidence aujourd'hui ? Vous dites on attend la période de résultat, ça tombe bien, elle va arriver. Mais vous attendez effectivement que les grands groupes, les grands donneurs d'ordre, type hyperscaler, voire les équipementiers aujourd'hui qui s'engagent dans des programmes d'investissement, on l'a vu avec la Corée du Sud, Samsung, SK Hynix, là aussi les fabricants de semi-conducteurs commencent aussi à lancer des grands programmes d'investissement de capacité. Oui, les résultats sont très bons, mais c'est au niveau des guidance. Vous voulez qu'on vous donne des perspectives supplémentaires pour en remettre, ou vous attendez un retour de prix, un retour de valorisation pour en remettre ? Les guidance sur 2027, c'est très important. Est-ce qu'on est capable de continuer comme ça ? Et puis des retours. Mais pour moi, c'est vraiment la capacité de savoir si on peut maintenir un tel rythme ou pas. Ouais. Et il peut avoir des faits. Il y a énormément de volatilité aussi au sein de tout ce secteur, des semi-conducteurs, aussi les entreprises software. Il y a eu beaucoup de volatilité. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de volatilité intrinsèque et que la performance globalement de l'investisseur, elle a été fortement concentrée sur l'IA. Oui. Et mon histoire un peu simple, de dire je prends profit sur l'IA, donc je prends profit sur la bourse américaine, donc sur la bourse, eh bien, quelque part, ça dit, et ça c'est de ma grille de lecture, que tout est hyper corrélé à l'IA. Sûr. Tout est hyper corrélé à l'IA aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une concentration très importante, et c'est compliqué d'envisager un très beau rebond des marchés et d'être positif sur les marchés si aujourd'hui on n'a pas une vision plus constructive là-dessus. Même si effectivement il y a des rotations sectorielles, même si effectivement un coup c'est les hyperscalers, un coup c'est les semi-conducteurs, bien sûr. Il y a quand même aussi des mouvements. Moi je regarde juste une vision à moyen terme. Je pense que pour moi il faut une clarification là-dessus. Au-delà de ce qui passe sur le bruit géopolitique, pour moi j'attends les résultats des grandes entreprises technologiques américaines pour voir s'ils sont capables de délivrer des bons résultats sur leur profit et être capables aussi de fournir des perspectives positives sur 2027. Exemple quand même de ce que ce cycle d'investissement produit dans les résultats et les cash flows des entreprises. C'est l'exemple de Micron, mais d'autres également. Micron communique qu'en 2 trimestres, ils ont généré plus de cash flow que dans l'ensemble de leur histoire d'existence d'entreprises industrielles en 2 trimestres. Donc ça montre aussi la puissance effectivement de ce phénomène. On change même pas d'échelle, on change d'univers là pour des groupes comme ça. Qu'est-ce que les ratings arrivent à capter effectivement la température du thème de l'IA, les ratings d'Equity GPS, j'entends. Oui. En fait. Un exemple pour le leader du secteur et le leader de la capitale boursière mondiale, hein, on a maintenant 7,5 sur 10 sur Nvidia. Ouais. Hein, ça vaut plus rien. Non, mais je dis ça vaut plus rien parce que c'est pas cher. Voilà. Et donc c'est le reflet. Ça a été jamais aussi peu cher depuis 2019. Et là, 18 fois les profits à venir. Et une dynamique, un momentum de prix à moyen terme, pas mesurer à court terme, bien sûr, et qui est spectaculaire. Mais moi, je rebondirais quand même sur ce que vous avez dit, en rajoutant une petite dose de prudence, également sur le plan de la technologie. Dans la technologie, on peut faire souvent, il peut y avoir des ruptures, on peut faire souvent beaucoup plus avec moins cher. Or là, ce qu'on a vu, c'est on a empilé les investissements de façon complètement dingue avec des règles d'amortissement par les hyperscalers de leurs investissements qui étaient de moins en moins prudentes depuis 10 ans. Pour sauvegarder un petit peu leur capacité de sortie de résultats, je dirais, après dotation aux amortissements. Donc, le fameux EBITDA ONI par Warren Buffett. Voilà. Donc tant qu'on reste, exactement. Tant qu'on reste sur un modèle, je dirais Nvidia, avec super cher, même mieux, etc. Et avec des gains de productivité, mais qui se font par de l'intensité et via quand même des volumes en hausse et des prix unitaires en hausse, ça tient le coup. Mais on voit qu'il y a des modèles
pas seulement économiques ou d'engineering, mais culturels, hein, qui sont différents. Le modèle américain, c'est hyper intensif, all-in. Ouais. Et on a un modèle chinois qui, lui, est beaucoup plus frugal, qui peut être suiveur agile sans aucune difficulté, voire copieur, voire pilleur, bien sûr. Mais fondamentalement... Ce qui n'empêche pas un copilot Microsoft d'intégrer du DeepSeek, par exemple, dans ses outils. Forcément. Parce que ça, à la fin, ça n'empêche pas Walmart d'importer de Chine massivement, ce qui a fait son succès. Voilà. Donc les boîtes américaines sont rationnelles et pragmatiques. Donc, moi, je suis à l'affût de tout ça, y compris le sujet de l'utilisation d'IA verticale, très spécifique, dans des domaines particuliers, parfois pour des entreprises, au niveau des entreprises même, et pas seulement de secteur économique. Et qui ferait des 80% de l'IA et des bénéfices de l'IA pour 20% des coûts. C'est assez le principe de Pareto. Oui, bien sûr. Et voilà. Donc, et on a encore un exemple après DeepSeek. On a eu un exemple récemment en Chine aussi. D'émergence de nouvelles IA, une société qui s'appelle Z.ai. Donc c'est la bataille des prix, là. Ça va être la guerre des prix qui va animer quand même le secteur et les modèles. Si on a un ralentissement de la croissance des investissements dans ce domaine, si vous rajoutez en volume, si vous rajoutez des baisses de prix, ça peut faire très très mal. Étienne, quelle est l'analyse là chez Stanso Longchamp que vous faites à ce stade du thème de l'IA? Quel degré de sélectivité il faut avoir et c'est quoi les critères pour sélectionner aujourd'hui des thèmes ou des valeurs dans l'IA? Nous, en fait, notre approche est de dire la macro US est solide et probablement un peu supérieure à ce que le consensus voit. L'environnement de taux nous paraît à la fois bénin et relativement secondaire. Bénin parce qu'il y a une de hausse de taux, ça va varier d'une journée à l'autre, donc ça c'est assez vu et ça va pas changer grand-chose. Donc on est plutôt dans un environnement avec de la croissance, c'est plutôt favorable à la prise de risque, et pas dans un environnement où on anticipe en tout cas un changement de route des trois principales banques centrales, entre une, deux hausses de taux, tout va bien. Ensuite, il y a le sujet de l'IA, le sujet du momentum, c'est si on n'est pas dedans, on rate de la performance, donc vaut mieux être dedans. Et ensuite, on va regarder à l'intérieur ce qui peut nous faire peur, puisqu'on a plutôt un biais positif. Et c'est là où je trouve que la thèse devient un peu plus compliquée. Moi, une façon qu'on aurait de le résumer, c'est que j'ai l'impression qu'on a construit des valorisations incroyables sur un terrain sablonneux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on regarde l'avance technologique des modèles propriétaires, donc Claude, ChatGPT, par rapport à des modèles combinés ouverts, principalement chinois. Les modèles américains ont 4 mois d'avance. Et en réalité, on s'aperçoit désormais que la combinaison des 3-4 modèles ouverts connus arrive à des résultats qui sont extrêmement proches. Donc, la compétition technologique, elle est pas finie, et ça pourrait, comme on l'avait vu au moment où DeepSeek était sorti, ça pourrait chahuter fortement les marchés, parce qu'ils le font à moitié coût. Moitié coût. La deuxième chose, c'est ce que prévoient les analystes. Ça, c'est probablement ce qui me dérange le plus. Ce que prévoient les analystes, c'est quasiment, donc sur 2026 et 2027, c'est des revenus quasiment stables, mais par contre, des marges quasiment balistiques. Des revenus stables chez qui? Alors, c'est vrai pour le S&P, c'est vrai également pour l'Eurostoxx. D'accord, ok. Donc, les anticipations sur le revenu, sur les chiffres d'affaires, pour parler en bon français, des deux côtés de l'Atlantique sont relativement stables, voire légèrement à la baisse. Or, les marges anticipées, les marges EBITDA anticipées continuent de monter, mais vraiment à un rythme, j'aime bien le mot balistique pour décrire cela. Et ça implique c'est le choc de productivité, ça. Ça, c'est le choc de productivité. Mais le choc de productivité, ça implique deux choses auxquelles j'ai du mal à souscrire, en tout cas tout de suite. Le premier, c'est que cette technologie se diffuse à tous les secteurs ou à beaucoup de secteurs pour que les analystes puissent se dire oui, ça va affecter vraiment autre chose que même les utilities, etc. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle j'ai une réserve assez forte. La deuxième, c'est que la productivité, il faut virer des gens. Souvent, et les salaires ça peut peser sur l'emploi. Les salaires des uns sont les revenus des autres. Et si on croit vraiment à ce que pensent les analystes, donc si on réconcilie le top-down et le bottom-up, comme on aime bien faire nous en macro, ça marche pas. Donc il y en a un qui se trompe. Et ça, c'est dans les prix. Donc ça me dérange un peu. Ça crée une vulnérabilité, là. Ça crée une vulnérabilité. C'est qu'on a une vulnérabilité technologique. On a une vulnérabilité sur ce que le marché, les analystes, le consensus anticipe.
Pour finir, il y a une vulnérabilité, moi, qui me touche particulièrement, puisque je suis un gérant crédit, c'est que on commence à voir que les financements, ça y est, affectent le crédit, le néo-cloud SPV, donc ces émissions obligataires qui sont collatéralisées sur du GPU, le risque est en train de passer de manière beaucoup plus généralisée dans le marché. Ça touche pas encore trop l'Europe, mais ça touche clairement les États-Unis. Donc il faudrait que le narratif sur l'IA tienne, parce que si les cash flows un jour devaient baisser sur les hyperscalers, les valos vont baisser, mais la dette, elle est toujours là. Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut faire dérailler le narratif, justement? Qu'est-ce qui viendrait mettre à mal Alors, les thématiques que je viens de lever, c'est ce que pensent les analystes, c'est le risque technologique. Celui que j'écarterais pour le moment, c'est plutôt celui d'un revirement du prix des puces, parce que simplement, le temps de construire des usines, quand on écoute Micron, quand on écoute la plupart d'entre eux, on a l'impression que c'est peut-être pas un sujet 2026, peut-être quelque part 2027. Et si on regarde un peu plus dans le détail, j'ai le sentiment que ce serait plutôt deuxième moitié 2027 si ça devait se produire. Donc pour moi, en fait, le risque principal, c'est celui qui est le plus difficile à entrevoir, c'est le risque qu'un jour, des gens un peu plus doués que moi en IA arrivent déjà à faire ce que moi, j'arrive pas encore à faire, c'est-à-dire avoir un modèle proche de Claude pour moitié prix. Bon, et puis c'est vrai qu'on l'a vécu de notre vivant, la révolution Internet. Qui se souvient d'Alta Vista, de Lycos, de Caramel, même Yahoo à l'époque était dominant. Qui parlait de Google comme moteur de recherche, en tout cas en 99 ou 2000? Personne. Alors, qu'est-ce qui peut faire dérailler le narratif? Je veux bien, si vous voulez reprendre la question, Nicolas. Et puis, comment on se diversifie quand tout nous ramène à l'IA? Alors, c'est une bonne question. Oui. Et c'est pas facile. Nous, aujourd'hui, on est devenu un petit peu plus défensif. Mais bon, voilà, on n'est pas non plus super inquiet. On n'est pas super inquiet, parce qu'on est quand même dans un environnement de croissance solide aux États-Unis pour 2026. Même s'il y a un peu de bruit, il nous semble quand même que on restera sur une trajectoire économique, monétaire et budgétaire qui reste quand même assez lisible sur la fin de l'année. Encadrée. Donc on n'est pas dans une phase de panique, on est dans une phase de respiration. Dans ce contexte-là, c'est vrai, c'est tout à fait correct de voir les premiers impacts. Et on a vu des impacts, évidemment, de l'IA sur le marché du crédit. Mais il nous semble que le marché du crédit offre quand même de la bonne résilience. Et donc, en fait, il faut raisonner en taux en absolu. C'est comme d'ailleurs beaucoup de clients en Europe raisonnent en taux en absolu, avec énormément de demandes et d'appels d'offres pour les fonds maturité. Eh bien, en taux en absolu, vous avez des très beaux niveaux de taux en absolu. Voilà, donc avec de la bonne qualité. Donc le buy and hold reste intéressant. Bien sûr. Parce que c'est toujours buy and hold versus des stratégies crédit flexibles. Oui. Absolute return. Non, mais les deux existent. Nous, on a les deux. J'imagine bien dans la gamme. Les deux sont bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans un monde où c'est intéressant d'acheter du boon de longue maturité. D'accord. Il y a un peu de volatilité sur les taux rebondissent très bien. Oui. Mais c'est plutôt une opportunité d'achat sur le moyen terme. Le investment grade, bien sûr, les spreads sont très tight et bien sûr, on peut s'inquiéter du risque de défaut. Mais malgré tout, on a des fondamentaux solides et le yield to maturity, il est attractif. Donc, quand vous pouvez avoir du 4, du 5%, c'est quand même pas mal pour un investissement obligataire en Europe. Surtout qu'on sait très bien que la Banque Centrale Européenne, il lui reste une petite hausse et après c'est... Et après, c'est des baisses. Et après, ça sera la succession de Madame Lagarde. Ah oui. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même dans un environnement obligataire qui, certes, et c'est vrai, on a des taux plus élevés, plus durablement plus élevés, parce qu'on a une inflation, un régime inflatoire plus élevé qui est lié au risque politique, qui est lié à un monde de pénurie, mais ça crée des opportunités. Et moi, ce que je constate, c'est que l'investisseur obligataire, assurantiel, fonds de pension, est plutôt à l'achat dès qu'il y a un yield relativement attractif. Et là, donc, on se diversifie, on se décorrèle quand même du thème de l'IA, parce que Étienne le soulignait, c'est vrai que les émissions obligataires se sont multipliées. Alors j'ai cru comprendre que dans les indices, et notamment en Europe, ça pesait pas encore grand-chose, mais forcément, c'est quand même une place dans le marché qu'il a fallu se faire. Ça a fortement monté sur l'investment grade, mais en Europe aussi, parce que ça ne représentait rien du tout et ça a bien progressé. D'accord. Mais pour l'instant, si on reste sélectif, je pense que ça va. Ouais. Et quand même, moi je suis le premier à avoir dit à l'automne 2000, enfin pas le premier, mais enfin parce qu'il y en a plein de gens qui parlent ici, mais enfin on a vite identifié les problèmes sur le private credit américain. Ah oui. Qui étaient liés en partie à ces problèmes de financement. Moi je reste extrêmement surpris de la résilience de ça. Ouais. On n'en parle plus.
Et ça vous fait rire, mais on en parle plus. Les gates se multiplient, se prolongent, etc. sur les fonds. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais il y a quand même il y a une force des techniques qui est incroyable sur le marché du crédit. C'est assez incroyable. Beaucoup de ces fonds continuent de lever des capitaux. On peut mettre des gates et continuer de lever des capitaux donc, il y a quand même, à allouer. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder le fondamental. Il faut être super sélectif, ça c'est évident, on ne peut pas acheter n'importe quoi. Mais aujourd'hui, en allant dans la bonne qualité et en allant dans la duration un peu longue, vous avez des niveaux de rendement qui sont intéressants. Donc moi je pense que ça fait partie d'une diversification dans un monde d'allocation d'actifs. Si l'inflation européenne redescend, et en tout cas se calme, je pense que ça fait du sens. La marque d'inflation du mois de juin a montré quand même une détente assez rapide après la baisse des cours du pétrole. Donc on verra la BCE si elle délivre cette hausse de taux attendue en septembre. Mais en tout cas pour juillet, a priori, il semble que le sujet soit clos pour l'instant. Qu'est-ce qui permet d'être diversifié, voire décorrélé du thème de l'IA aujourd'hui dans les marchés, Gilles ? Il y a beaucoup de choses. En gros, pour simplifier et rester technique, les bêtas faibles, et au sein des bêtas faibles... Donc la conso, ce genre de thèmes, de staples, sujets. même s'il y a les staples qui sont intéressantes et qui représentent l'équivalent du crédit pour les actions. Des gros dividendes, des marques très puissantes, etc., etc. La santé aussi, la santé qui a sous-performé depuis l'éclatement du Covid de façon dramatique, et pas seulement à cause de ça, mais pour d'autres raisons. Mais la santé, je dirais, technologique, est extrêmement intéressante, à mon sens. Et là, l'IA, l'IA aide. Donc il y a bien un lien avec l'IA et la santé. Voilà, absolument. Et là, aide à découvrir des choses, à structurer des choses, à faire beaucoup plus pour moins cher. Et à créer, et ça c'est la technologie. Et ça n'a pas été joué encore dans la santé. Ce cas d'usage, parce qu'on en parle depuis le début dans la santé, pour dire les choses, la médecine, la santé en général, la recherche. C'est pas valorisé. Oui, c'est ce que je dis. Sur les 50 boîtes qui, dans le monde, ont le meilleur rating equity GPS, j'en ai une dizaine dans la santé. Et pas que dans santé, pas que dans les biotech, mais également les santé traditionnelles. Des maisons de retraite en Chine, par exemple. Voilà, coté, listé. Voilà. Donc la santé peut jouer un rôle. Et puis l'énergie, alors avec une préférence sans doute pour la décarbonation, parce qu'il y a quand même un élément dont on n'a pas parlé d'actualité, mais entre ce qui se passe en termes géopolitiques et puis ce qui se passe en termes des opinions qui sont frappées par les épisodes de canicule dans nos pays, sans compter le Canada, les États-Unis, l'Australie, etc. Là, il y a une convergence, je dirais, de tout le spectre des opinions publiques, de droite comme de gauche, indépendance énergétique et lutte contre l'anthropocène. Je rappelle qu'un indice comme le S&P Clean Energy, qui n'est pas juste un indice américain, mais qui est un indice mondial, a doublé, plus 100%, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025. Et je crois que sur cette période-là, c'est un indice dans le monde thématique, certes, mais qui signe parmi les meilleures performances. Et individuellement, nous, on a encore des valeurs de cet indice qui sont attractives. Qui sont bien notées encore chez vous. 5 minutes pour dire un mot du risque politique, si vous le voulez bien. Je vous y force un peu, peut-être, Étienne. Non, mais bon, parce que derrière la tension du jour sur les taux amenés par le rebond des cours du pétrole, il y a aussi des sujets un peu idiosyncratiques, français en l'occurrence, bien sûr. Le cycle électoral de 2027 va être important. Il y a la France, mais je parlais du Royaume-Uni. L'Italie aussi appellera des élections générales, normalement à l'automne, mais qui pourraient être même avancées. Bref, tout ça nous ramène dans un classique de marché, les marchés face au risque politique, Étienne. Non, c'est vrai qu'il va y avoir des choses intéressantes à regarder. Pour l'instant, ce qu'on voit avec les annonces sur ce qui s'est passé au niveau de Madame Le Pen, c'est que dans l'écartement des rendements, la France bouge pas tellement différemment des autres. Ni plus ni moins que les autres. Il y a eu un tout petit peu, on peut peut-être attribuer 1-2 points de base de plus que l'Allemagne, grand max 3 à un moment de la journée, mais c'est pas le sujet, je pense pas que ce soit le sujet central, je pense que le sujet central, c'est ce qui se passe en Iran là, aujourd'hui sur l'augmentation des taux.
La deuxième... Néanmoins, et on était avec une banque de marché hier, je crois. Moi, j'aime bien ce genre d'indicateur. Le volume des questions entrantes augmente, oui. Et les questions ne sont pas de savoir si le spread va bouger. La question est de savoir quand est-ce que le spread va bouger, et évidemment, jusqu'où on ira. Est-ce qu'on reste dans les mesures qu'on a connues au cours des dernières années, de 2017 à 2024, l'élection de 2017, la dissolution de 2024, ou est-ce qu'il y a de grandes chances qu'on aille dans des territoires nouveaux ? Moi, en fait... La façon dont je regarde les choses et quand j'analyse ce que je peux voir dans la presse internationale ou les stratégistes, c'est que le risque RN n'est pas un risque extrême. C'est pas un fat tail. Le fat tail, il est sur le LFI et dans une moindre mesure sur le parti de gauche avec des taxes type Zuckman. Donc il est pas sur le Rassemblement national. La deuxième chose, on rappelle quand même ces bases, c'est que les institutions en France sont extrêmement solides. C'est-à-dire que, au-delà du fait que le programme du RN est pas totalement clair d'un point de vue économique entre les deux têtes principales, sur les sujets sur lesquels il y a à peu près consensus à l'intérieur du RN, comme sur l'immigration, il y a le Conseil constitutionnel. Ça va être un tout petit peu compliqué. C'est vraiment pas c'est pas un sujet qui, comment dire, si le sujet dont vous me parlez aujourd'hui, c'est le Rassemblement national, c'est pas celui qui m'inquiète. C'est plutôt où va être LFI et où pourrait être une combinaison LFI avec le Parti socialiste. C'est la question, effectivement. Poussé par un Zuckman. Et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus compliqué parce que ça, effectivement, ça pourrait faire probablement un peu plus peur. Là, on pourrait voir probablement des spreads aller un peu plus loin parce qu'on rentre dans une inconnue qui est, pour le coup, non rationnelle. Avec un risque de contagion ou pas ? Avec un risque de contagion qui me paraît... Moi, le risque de contagion, j'y crois de moins en moins, simplement parce que la Banque Centrale Européenne a mis en place des systèmes qu'elle n'a pas encore utilisés, mais des systèmes justement pour ce qu'elle appelle anti-fragmentation, pour limiter ce type de risque. Donc, je pense que le marché pourra toujours tester, mais il y a un moment où la réalité reviendra. Nicolas ? Le spread OAT, un mot. On a touché 80 bips et on a eu de l'écartement au moment des 2 dernières élections présidentielles, même des 3, quand Marine Le Pen était au second tour. Mais il faut juste se rappeler que, pas la dernière, mais donc l'avant-dernière... 2017. Le programme consistait à sortir de la zone euro et de l'Union européenne. 2017, c'était ça. Et donc là, il y avait une inquiétude sur la possibilité... oui, pas de Frexit, mais oui, clairement, c'est ça, le risque était pricé. Ce risque-là, il n'est plus présent. Donc ce risque idiosyncratique lié à une sortie de l'euro est plus présent parce que ce n'est plus dans le programme. Parce qu'on a la jurisprudence Meloni qui montre qu'en gros, on peut avoir un gouvernement de droite un peu plus national tout en respectant les règles de l'Union européenne. Et puis le Brexit a fait aussi les frais. Donc ce risque-là idiosyncratique n'est plus présent. Par contre, 2027, c'est une année politique extrêmement chargée pour l'Europe. Il y a la Pologne aussi, Espagne aussi qui va arriver. Et donc, c'est vrai qu'en quelques mois, c'est le sort politique de l'Europe qui va se jouer. Sur fond de renouvellement de la BCE. Sur fond de renouvellement de succession de la Banque Centrale Européenne. Et donc, sur les grands thèmes de l'autonomie, sur les grands thèmes de la Commission Européenne, c'est un moment clé pour l'Europe. Et on attend souvent des bonnes nouvelles pour pouvoir enfin racheter la bourse européenne. Donc oui, il va falloir le surveiller. Et il est vrai qu'un programme beaucoup plus à gauche, les orientations politiques auront quand même des impacts, sans être pour l'instant systémiques comme ce le fut dans le passé. Étienne. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Nicolas. Je pense qu'effectivement, le mot Frexit, je pense qu'avec le RN, on va passer de Frexit à friction. Voilà. Très bien. Pardon, je voulais... on restera sur ce mot, Étienne. Merci beaucoup à vous trois. Étienne Gorgeon, Samson Longchamp, Asset Management, Gilles Bazissière, Equity GPS, Nicolas Forest, Candriam étaient nos invités ce soir.